Bien, je serai bref. Vous connaissez déjà Jérôme Serpenich, donc je vais abréger un peu vu l'heure très tardive. Donc, à retenir une thèse soutenue en 1998 concernant l'altération des vitraux médiévaux comme analogue du vieillissement des déchets vitrifiés. Pourquoi donc les vitraux? Tout simplement parce que, vu que Jérôme a travaillé sur le stockage des déchets nucléaires à Bure, donc on se retrouvait avec des produits vitrifiés, d'où l'intérêt d'étudier le vieillissement de ces produits. Il a donc travaillé à l'Andra. Ensuite, restant sous terre, il a commencé à penser à la séquestration géologique du CO2, bien sûr, en vue de diminuer les émissions industrielles de gaz à effet de serre. Depuis 2015, il est professeur d'université, responsable de l'équipe stockage géologique et géothermie. En 2020, un peu rapide, donc il devient directeur du Carbo ICL, qu'il dirige toujours. En 2022, il devient vice-président de l'Université de Lorraine, en fait de l'UHP, en charge des partenariats et de l'innovation. Depuis 2023, il est porteur politique du pôle universitaire d'innovation Lorrain, UNIS. Nous avons vu à plusieurs reprises, grâce aux orateurs précédents, qu'il serait bon de brancher ensemble finalement les chercheurs, quelle qu'ils soient leur origine, et les industriels susceptibles de développer des recherches nouvelles et l'industrie en général. Bon, quand on parle d'université, en général, public vulgaire, pour lui, c'est les savants qui sont en fac, qu'on ne croise jamais, qui publient des choses absolument imbuvables. Bon, donc de là, l'intérêt finalement de faire connaître déjà au public et aussi et surtout au monde socio-économique, eh bien, ce qui se trame dans les labos, donc nationaux, c'est-à-dire les universités en particulier. Le propos de M. Serpenich sera donc présenter le pôle universitaire d'innovation UNIS, ses missions. Donc, il s'agit d'accompagner la transition énergétique des entreprises, d'améliorer les procédés industriels, développer des procédés éco-responsables au service de la transition environnementale, exploiter les géosciences au service de la transition environnementale également, et rechercher et développer de nouveaux matériaux. Tout cela, donc, au sein d'UNIS qui regroupe, outre l'Université de Lorraine, 4 organismes nationaux de recherche, CNRS, INRAE, INRIA, INSERM, le CHRU de Nancy, la SAT Science, l'incubateur Lorrain et la filiale de l'université UL Propulse. Merci beaucoup, M. Poitreau. Merci de m'avoir invité. J'ai eu un CV, c'était pas pour frimer, c'était juste pour dire que j'avais eu une petite expérience de ce que c'était de la recherche partenariale avec un industriel qui était cité à l'époque. J'espère avoir une petite légitimité pour parler un peu de partenariat industriel, puisque ça fait quelques années que je l'ai exercé sous différentes formes. J'essaie de vous faire un petit panorama des pôles universitaires d'innovation. C'est une nouvelle structure qui n'a pas vocation à se superposer aux autres. On pourra en reparler. Donc voilà. Et je tiens à remercier ici Marie Blanchard, qui est la directrice adjointe du Carnot ICL et qui a contribué à réaliser ce PowerPoint, et en particulier une petite synthèse qu'on a sur une comparaison entre ce qu'on fait chez nous, en France, sur la recherche partenariale, et c'est ce qui se fait aux États-Unis et en Europe. Juste, vous savez, on en a parlé, on est dans une problématique importante de souveraineté nationale, de souveraineté aussi territoriale, on vient de le voir. Problème de réindustrialisation dans des enjeux de défis numériques, de transition industrielle, etc. Et tout ça, on voit qu'on a un besoin. On en a parlé un petit peu avec Edwige, mais finalement, on ne le voit pas complètement réapparaître. C'est ce besoin d'innover. Si on veut continuer à être compétitif, à réindustrialiser, à être souverain, c'est plus en se basant sur ce qui s'est passé avant, c'est en essayant de créer de nouvelles choses, d'innover et de devenir un peu compétitif, un peu différenciant par rapport à nos concurrents directs. Je voulais juste vous montrer, on l'a vu, la part du PIB consacré à la recherche et au développement. À gauche, vous voyez entre 2000 et 2022, le PIB consacré à la R&D pour la France, il est passé de 2,09 en 2000 à 2,2 en 2022, une progression en effet.
mais qui reste en dessous de la moyenne de l'Union européenne, qui est à 2,24 aujourd'hui. Si on compare ça par rapport à l'Allemagne, eh bien on voit qu'on a une croissance constante de la part du PIB dédié à la R&D pour l'Allemagne pour monter à 3,1. Pour la Suède, c'est 3,6. La Finlande, on est près de 3 aussi, avec une valeur assez stagnante, mais qui était quand même déjà élevée dès le départ. Et puis, si on compare ça à la Chine, on va dire la Chine n'est qu'à 2,56, mais elle était à 0,89 en 2000. Donc, c'est-à-dire qu'en 20 ans, il y a eu un effort, un triplement du PIB. Quand on voit la puissance qu'ils y mettent, c'est pas uniquement des gens qui copient, c'est des gens qui innovent aussi. Les États-Unis, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas photo non plus, une part de 3,59 du PIB aujourd'hui contre 2,6 en 2000. Donc voilà, je pense que ça pose un petit peu le panorama de l'état de la France par rapport à l'innovation. Si on regarde un peu ce qui se passe justement chez nos partenaires européens et américains, on va grosso modo distinguer 5 familles de dispositifs. Des organismes de recherche et technologie qu'on appelle des RTO, qu'on va retrouver principalement en Allemagne et puis dans les pays Nord-Europe. Des centres plutôt sectoriels, on en reparlera, comme les catapultes britanniques ou ce qui se passe aussi en Espagne. Des modèles État-société très présents en Europe du Nord, qu'on raccrochera avec ces RTO. Des modèles plutôt deep tech to market, c'est-à-dire on va être capable finalement de pousser finalement, les innovations qu'on a dans les laboratoires pour créer de nouvelles sociétés. C'est ce qu'on verra sur la Finlande, qui met une énergie importante là-dessus. Et puis des modèles entrepreneuriaux des universités américaines qui là se distinguent complètement de ce qu'on va pouvoir retrouver en Europe. L'Allemagne, c'est un petit peu en Europe, on en discutait avec M. Thomas tout à l'heure, c'est le modèle des Carnot a été fait là-dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Carnot, on pourra en reparler, mais c'est le modèle pour l'Europe sur comment on fait un institut qui est capable de répondre aux besoins des entreprises. Ce sont des instituts avec des murs, il y en a 75, alors j'ai fait une petite recherche. Moi je me dis, c'est de l'Allemagne, non, c'est sur toute la planète, il y en a absolument dans tous les continents. C'est 3,6 milliards d'euros de budget annuel, avec 60, donc qui proviennent principalement de contrats industriels et européens. Et si on regarde simplement en 2024, c'est 867 millions d'euros réalisés avec les entreprises, avec ce qu'on appelle des TRL. Alors les TRL, en fait, c'est des niveaux de maturité technologique. 1, c'est de la recherche fondamentale, 8, c'est de l'industrialisation. Et là, ils sont sur des TRL plutôt élevés, c'est-à-dire au-delà de la preuve de concept et plutôt jusqu'à des pilotes industriels, voire de l'industrialisation. Voilà, ça, c'est notre modèle qu'on a toujours essayé de copier, mais qu'on n'a jamais réussi à égaler. Si on regarde les Pays-Bas, la Suède, ils sont plutôt basés sur une recherche appliquée au service des politiques publiques, avec des opérateurs qui, eux, sont détenus par l'État, des opérateurs publics, avec un appui non seulement aux entreprises, mais aussi aux ministères pour définir les stratégies ou contribuer aux stratégies qui concernent l'énergie, le climat, la sécurité ou la mobilité. Et puis, avec un soutien qui va être réalisé principalement territorialement et avec plutôt des petites entreprises. Et si on devait comparer ce qui se passe chez nous, ça serait plutôt une logique qui se rapproche de celle des établissements publics, industriels et commerciaux, les EPIC comme le CEA ou Ifremer par exemple, qui vous sont donnés ici. Si on regarde sur la Finlande et la Norvège, on a des choses qui se rapprochent de ce qu'on vient de voir. On a VTT et Sintef. Alors Sintef, c'est une fondation publique en fait, à but non lucratif. Et ce sont là donc des RTO nationaux qui ont une forte interaction avec les universités, c'est-à-dire qui basent les connaissances fondamentales sur des collaborations avec les universités. Et puis aussi avec quelque chose qui va être assez différenciant des venture studios, c'est-à-dire la capacité à faire émerger des startups issues de la recherche. Et puis on va retrouver aussi une capacité à proposer aux entreprises des démonstrateurs industriels ou semi-industriels qui vont pouvoir être mis à leur disposition pour leurs besoins d'innovation. Les TRL sont assez similaires à ce qu'on voit dans les Fraunhofer. Et puis on dirait, si on devait comparer à ce qui se passe au niveau de la France, eh bien, c'est principalement les incubateurs, ce qu'on appelle les incubateurs allègres, c'est-à-dire ceux qui vont mettre en avant des recherches issues des laboratoires publics ou les sociétés d'accélération de transfert de technologie, nos fameuses SAT, et puis bien sûr tous les programmes structurants de type France 2030 qui sont là pour pousser la création de start-up deep tech en particulier. Si on regarde nos voisins britanniques et l'Espagne, eux, ils sont plutôt basés sur des filières industrielles. On va voir des centres comme Catapult et Technalia qui, encore une fois, eux, sont positionnés sur des TRL très élevés, entre 6 et 8. On est vraiment sur l'industrialisation, avec la capacité, encore une fois, à proposer aux industriels des lignes pilotes, des équipements, des démonstrateurs, avec un rôle qui va être plutôt équivalent à nos plateformes technologiques,
mais simplement, eux, si on regarde par exemple les plateformes technologiques qu'on peut avoir type IRT, les instituts de recherche technologique, ça va pouvoir se comparer à ça, mais eux, simplement, nos IRT sont plutôt locaux, territoriaux, alors qu'eux ont une gouvernance vraiment nationale, avec vraiment une mission de compétitivité pour les filières. Ça doit accélérer la compétitivité des filières qui sont défendues ici. Vous en avez sur l'énergie, sur le numérique, sur les transports, etc. Et ce sont vraiment des instruments stratégiques pour la politique industrielle britannique et espagnole. Les USA, ça n'a plus rien à voir. Là, on va se retrouver sur des campus énormes. Vous connaissez le MIT, vous connaissez Stanford. Et là, on va pas avoir de RTO. C'est vraiment les universités qui sont au cœur du développement, au cœur de l'innovation, au cœur de la recherche et du développement, mais extensivement financées par l'État et par le privé. Donc on a, alors, par le privé qui récupère aussi des dotations de l'État. Enfin bon, voilà. Tout ça fait qu'on a une puissance de frappe qui n'a rien à voir, et puis surtout une culture du risque qui n'est pas du tout comparable à ce qu'on peut voir ici. C'est-à-dire qu'on lance, on verra bien, si ça ne marche pas, tant pis. Mais sur la somme qui va être financée, on arrivera bien à en tirer quelque chose et tirer des licornes, les fameuses licornes dont Philippe Baptiste nous reproche de ne pas avoir. Il y en a sûrement plus aux États-Unis, mais avec une prise de risque qui n'est pas la même non plus, avec des financements qui ne sont pas les mêmes. Je vous rappelle les 3,65% du PIB. Donc un modèle qui va être agile, fondé sur de forts financements privés, je viens de le dire, une culture du risque. Et puis on trouve quand même des laboratoires fédéraux, mais sur des enjeux très stratégiques, c'est le DOE, sur l'énergie ou sur la défense, qui là sont des organismes nationaux, enfin ou fédéraux plutôt. Si on regarde en France, on va se retrouver avec un modèle qui va être plutôt hybride et territorialisé, c'est-à-dire on va retrouver un certain nombre de dispositifs qui sont mis à notre disposition. On a les branches partenariales de l'ANR, on a parlé tout à l'heure de l'ABCOM. Alors il y a des LabCom CNRS, il y a des LabCom financés par l'ANR, qui peuvent être d'ailleurs aussi CNRS. On a des chaires industrielles qui peuvent être financées par l'ANR. On a plein de choses comme ça. On a les instituts Carnot. Les instituts Carnot, c'est quoi? Ça fait 20 ans que ça existe. Alors ça prend un petit peu de plomb dans l'aile cette année. Notre ministre a décidé de réformer complètement les Carnot. Mais ils étaient là pour, globalement, récompenser des laboratoires qui avaient une activité intense de partenariat avec les entreprises, en redonnant des sous à ces laboratoires pour qu'ils continuent à innover et garder une longueur d'avance. Donc ça est un petit peu remis sur le tapis. On va voir des choses un petit peu différentes avec une ouverture, mais c'était une capacité depuis 20 ans à professionnaliser la R&D. Si on regarde ce qui se passe au CNRS ou dans les universités, les chercheurs ne sont pas rompus à l'exercice d'aller rencontrer des entreprises, sauf celles qui connaissent en relation, je vais dire, interpersonnelle, parce qu'ils ont leur thésard qui est dans la société. Mais finalement, vendre de la recherche des entreprises, c'est pas notre métier. Et ça, les Carnot ont commencé à professionnaliser cette activité en formant des ingénieurs qu'on appelle des business developers, pour utiliser un mot bien français. Mais clairement, c'est venu de cette articulation avec les Carnot. Et puis, il y a 3 ans, c'était 2023, donc 2 ans et quelques, le gouvernement nous a dit mais il va falloir quand même un petit peu animer l'écosystème sur les territoires, et sont nés les pôles universitaires d'innovation dont je vais vous parler un petit peu plus dans la suite. Alors si on regarde les investissements, à gauche les Fraunhofer, plus d'1 milliard d'euros par an, de financement public. On était même au-delà puisqu'on était à 3,6. Des instituts Carnot. Alors l'Institut Carnot, c'est 116 millions d'euros pour aujourd'hui 39 Carnot. Peut-être l'année prochaine, on sera à 70 puisque c'est ouvert à tout le monde. Donc vous voyez un peu la différence, on ne joue pas dans la même cour, quoi. Et puis des PUI, on nous a donné 40 millions d'euros par an pour 28 PUI, voilà, sur 4 ans. Et puis dans 2 ans, c'est-à-dire à la fin, on a une évaluation de mi-parcours l'année prochaine, 2026. Il nous restera 2 ans de financement, puis après, advienne que pourra. Donc des niveaux d'investissement très contrastés, révélateurs de modèles différents, avec une recomposition, j'aime bien, c'est très diplomatique, et on a une certaine ambivalence entre un gouvernement qui nous demande d'aller, de continuer à accélérer, d'innover, de réindustrialiser, en même temps qui descend, qui restructure, qui diminue les financements avec des restructurations importantes, puisque on dit maintenant au territoire, c'est à vous
d'animer l'écosystème d'innovation. On a mis des agences de programme au niveau national qui vont être en charge de développer la stratégie recherche et développement dans le numérique, dans la santé, dans la bioéconomie, l'agriculture, les forêts, etc. Et j'en passe, il y en a 7. On a des SAT, on leur a dit maintenant on vous coupe la moitié de vos financements. Le Fonds national de valorisation s'éteint, c'était 40 millions d'euros par an, il est supprimé, mais allez chercher des choses ailleurs et continuer à investir dans la prématuration et la maturation des projets. Le repositionnement des pôles de compétitivité, ce Thomas me disait Materialia, ça existe encore. Ah non, désolé, Materialia, c'est mort. Ceux qui ont connu Fub, Énergie Vie, qui est devenu Build et Connect, c'est mort. Voilà, donc un certain nombre de choses comme ça, refonte du modèle Carnot. Donc voilà. Tout ça pour vous donner un panorama encore une fois joyeux. Je suis désolé, c'était peut-être une journée un peu plombante. Alors si on regarde la structuration nationale et la dynamique locale, c'est le but des PUI est de mettre tous ces acteurs en musique. On a parlé de l'Université de Lorraine. Alors je ne sais pas pourquoi, on a demandé, c'est un peu logique, mais si on sait pourquoi. Ce sont les universités qui sont chefs de file parce qu'elles sont ancrées dans les territoires. On va retrouver le CNRS, INRAE, INRIA, l'INSERM, le CHRU de Nancy, l'incubateur ALEC qui s'appelle l'incubateur Lorrain chez nous, la SAT Science et une filiale de l'Université de Lorraine qui s'appelle UL Propulse. Ça, ce sont les fondateurs et c'est eux qui sont en charge de travailler sur 2 axes. D'une part, augmenter le flux de collaboration avec les entreprises, donc faire plus de partenariats. Et le deuxième, augmenter la création de start-up. Et pour faire plaisir à M. Macron, Deep Tech. Alors, on en a parlé, mais je ne vais pas revenir. Joël nous a parlé de notre positionnement transfrontalier et puis donner un cadre qui va être favorable au développement de projets d'innovation. Et on va agréger à ces 9 fondateurs. Alors, il y en a qui ne vont pas retrouver leur logo et ça ne se veut pas exhaustif. On va agréger tout ce qu'on appelle les partenaires. Donc, tout l'écosystème d'innovation, avec des pôles de compétitivité quand il en reste, avec des agences de développement économique, avec d'autres collègues académiques, on voit Centrale Supélec, Georgia Tech, AgroParisTech, etc., l'IMT Grand Est, qui n'existe plus d'ailleurs. Toute la puissance aussi territoriale et les autres incubateurs, bien sûr. Donc voilà, et on peut essayer de reprendre tout ça et puis de le mettre en musique. Et là, vous vous dites, mais c'est normal que les entreprises n'y comprennent plus rien parce qu'il y a beaucoup trop d'opérateurs. Donc vous avez compris que le rôle de l'université aujourd'hui et de ses fondateurs, eh bien, c'est de mettre de la lisibilité, de la visibilité dans tout ça pour guider les entreprises vers les bons interlocuteurs, vers les structures qui seront capables de les aider dans leurs besoins d'innovation, dans la levée de leurs verrous scientifiques et technologiques. Donc tout ça, c'est notre rôle. Alors à qui s'adresse le PUI ? Vous l'avez bien compris, aux entreprises. Alors nous, le PUI, on a basé sur le PUI Lorrain. Je vous dis, il y en a 28 en France, qui sont principalement basés sur les grosses universités françaises, bien sûr, on peut l'imaginer. Nous, on s'est dit, il faut absolument qu'une entreprise qui vient voir l'incubateur Lorrain, parce qu'il connaît, c'est sa tante, qui est la fille de la nièce de son père, qui bosse un incubateur, c'est très bien, il passe par l'incubateur. Un autre, moi je travaille à la SAT, je sais ce que c'est que la SAT, c'est très bien, on va vous prendre en charge. Le besoin, il n'est pas de déposer des brevets, donc la SAT, grosso modo, elle valorise, elle fait du transfert en déposant des brevets et en maintenant des brevets et en vendant des licences d'exploitation à des entreprises de ces brevets issus de la recherche. Mais finalement, elle ne sait pas faire de développement partenarial, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas la mise en relation entre une entreprise et un chercheur. Mais on se dit, c'est pas grave, on se connaît tous. Aujourd'hui, on a sur le site 70-80 personnes qui sont en charge de l'innovation, du transfert, de la valorisation. Et ces gens-là travaillent aujourd'hui ensemble, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, pour être capables de guider les entreprises vers le bon chercheur, ou vers le bon brevet, ou vers le bon incubateur. Voilà. Donc c'est ce travail de guichet, non pas unique, mais mutualisé. Ça veut dire une interconnaissance de l'ensemble des acteurs du territoire, académique pour ça. Le but, c'est de faire une offre visible et lisible. C'est quoi ? C'est simplement qu'un chercheur, il ne parle pas toujours le même langage qu'une entreprise. Donc, il faut être capable de traduire, nous, ce qu'on fait dans les labos, en termes de marché. C'est ce qui va intéresser une entreprise, le marché de l'automobile, le marché de la bioéconomie, etc. Et puis, à l'inverse, quand on va voir une entreprise, il faut qu'on soit capable de retranscrire son verrou scientifique et technologique en une question scientifique. Et ça aussi pour ne pas heurter le scientifique qui, lui, fait de la recherche. Certains opposent encore recherche fondamentale, recherche appliquée. Alors on le trouve encore,
mais on ne devrait pas avoir cette opposition de recherche appliquée et recherche fondamentale. On peut avoir on l'a vu tout à l'heure sur la métallurgie, par exemple. Il y a des problèmes très mécanistiques, très théoriques dans des problèmes appliqués et qui vont toucher simplement la mise en place de produits plats chez Solac. Donc ça, c'est aussi notre travail de rendre cette offre visible et lisible. Et puis, bien sûr, en accès aux plateformes technologiques, c'est-à-dire, on le dit, je pense qu'on a la plus grosse force de frappe en termes de plateformes d'analyse, d'expérimentation, etc., qu'aucune entreprise ne pourra se payer, à part peut-être des grands groupes du CAC 40 et encore. Donc ça, c'est être capable de la mettre à disposition des entreprises pour les aider dans leurs besoins. Ça, donc la première cible, les entreprises. La deuxième, c'est aussi les chercheurs. C'est grosso modo, un chercheur, des fois, innove, mais il ne le sait pas. Il a publié, c'est trop tard. Par contre, ses travaux étaient valorisables. On pouvait déposer un brevet qui peut-être avait une valorisation économique ou alors il pouvait créer une start-up. Donc on a ce travail de sensibilisation des chercheurs au partenariat et à l'entrepreneuriat, mais aussi un travail de détection de ce qui peut se passer dans les laboratoires pour pouvoir aussi les valoriser et les amener jusqu'au transfert, c'est-à-dire dépôt de brevets ou création de start-up. Et puis bien sûr, on l'a vu avec les partenaires tout à l'heure, l'intérêt, c'est qu'on se connaisse tous. Donc avec Joël, on se connaît depuis longtemps sur le C2I. On travaille beaucoup avec l'Europe, les agences de développement économique. On travaille bien sûr avec Grand Est Développement. On va travailler avec les chambres consulaires. Voilà. Tout l'intérêt, c'est de se dire, il faut que vous sachiez ce qu'on fait. Et puis, même si vous ne savez pas, quand vous détectez quelque chose dans une entreprise que vous visitez, parce que qui mieux qu'une chambre consulaire ou qu'une agence de développement économique connaît ces PME, il n'y a pas. Ce ne sera pas nous qui aurons la capacité, la force de frappe pour aller visiter toutes les entreprises du territoire. Donc, on a besoin de ces relations et de se connaître ensemble. Alors, si on regarde le PEI, parce qu'il faut bien qu'on sorte un peu les gros bras de temps en temps, c'est 3330 personnels de recherche, c'est 141 doctorants par an formés à l'entrepreneuriat, 150 têtes CIFRE en cours, 8 spin-offs issus des établissements publics de recherche, 52 déclarations d'invention, 15 brevets déposés dans l'année, 163 contrats de recherche signés avec les entreprises, 14 contrats d'exploitation signés dans l'année, et avec une volonté, je vais en parler, à la fois de guider les entreprises vers la recherche avec l'identification des besoins, la maturation du partenariat et notre capacité à contractualiser. Donc là, on va parler de simplification, voilà, simplifions. Et puis l'inverse, qui va être la capacité à détecter les résultats de la recherche pour les amener jusqu'à du transfert, du dépôt de brevet et de la création de start-up. Et pour ça, on a notre pôle universitaire d'innovation dont je viens de vous décrire un peu, qui s'appelle Polaris initialement, mais vu qu'on a lancé une marque de site qui ne vous a pas échappé, qui s'appelle Unis, donc on est tous sous notre bannière académique Unis, avec des belles couleurs dont vous pouvez voir voilà, ici, avec une simplification des parcours de valorisation, une meilleure identification des opportunités partenariales, etc. Je pense que je ne vais pas vous le répéter, c'est assez redondant par rapport peut-être à la précédente. Et puis vraiment, ce qui nous intéresse, nous, c'est, on vient de le faire là, sur une offre découverte. On a une démarche de marketing. Alors, c'est peut-être un peu moche des fois quand on parle de recherche, mais réellement, c'est ça. On fait des beaux flyers avec, par exemple, ici, ce qu'on a appelé l'offre découverte. Donc, une petite entreprise, elle va avoir peur d'aller voir un chercheur, elle ne sait même pas qu'il existe, ou alors elle voit un mec barbu avec une blouse blanche, comme mon collègue voisin paléontologue, qui en effet ressemble à ça, mais en fait, toute la recherche n'est pas de la paléontologie et il faut qu'on leur montre qu'on peut les accompagner avec des offres simples. Ça vous coûte 5, 10 000 ou 15 000 euros et c'est un pied à l'étrier pour faire un contrat de recherche plus amont, une fois qu'on aura défini si finalement votre problème, votre verrou, on peut le lever ou pas. Et puis après, on va passer de cette petite étude offre découverte à une thèse CIFRE, on en a parlé tout à l'heure. Et puis si ça se passe bien, mais j'allais dire c'est presque concomitant, le projet industriel, collaboratif ou pas. Bon, nous, quand on parle collaboratif, c'est-à-dire qu'en général, il y a des sous de l'État. Bon, des fois, il n'y a pas de sous de l'État. L'industriel veut conserver justement la totalité de sa propriété intellectuelle. Et dans ce cas-là, ou la totalité. Alors non, on ne lui laisse jamais vraiment. On en garde un petit bout quand même. Des projets ensuite plus structurants, qui vont donner lieu à des laboratoires communs, à des chaires industrielles, et puis on peut arriver à des partenariats stratégiques, comme c'est bien le faire, la CNRS, avec des accords cadres, principalement avec des grands groupes. J'en arrive à la conclusion. Le PUI, Pôle universitaire d'innovation, c'est un levier de développement économique territorial. Il est vraiment au service des entreprises du territoire. C'est pour ça que je vous disais le lien avec nos agences de Deveco, etc.
Pour des PME et des ETI, moi, en tant que VP et porteur du PUI, j'axe sur le fait qu'il faut qu'on cible absolument nos ETI du territoire parce que c'est celles qui sont le plus mal servies. On a presque plus de travaux de collaboration avec des PME qu'avec des ETI sur le territoire. Une détection plus précoce de nos projets pour être capable, justement, de former nos futures licornes. Et puis un accompagnement unifié, c'est-à-dire quand on a une entreprise dans le giron, on la lâche pas. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là pour les accompagner depuis l'expression de leurs besoins jusqu'à la fin du contrat, et on est dans des démarches qualité, on va jusqu'à la satisfaction client en fin de projet. Donc on les accompagne jusqu'au bout, et puis avec des ambitions, vous les voyez, plus d'entreprises qui innovent, et c'est capable, si possible, de réindustrialiser. Alors je pense qu'on fera peut-être plus de sidérurgie, mais on peut faire d'autres choses. Et puis d'avoir vraiment la recherche comme un des principaux vecteurs de notre compétitivité économique. Voilà, merci. Bon, si vous avez des questions... Alors, oui, moi, c'était pas une question, mais c'était juste une précision. On a fait notre bilan, là, mi-parcours presque, et il se trouve qu'il y a un petit mystère lorrain, c'est-à-dire qu'on a plus de contrats entre l'industrie, enfin le monde économique au sens large et le monde académique, et qu'on est en augmentation du nombre de contrats et de leur valeur par rapport à d'autres pôles universitaires d'innovation. Donc les évaluateurs nous ont dit, il y a une forme de mystère lorrain. Quand ça va dans ce sens-là, la courbe, ça nous convient tout à fait d'être assez mystérieux. Donc ça fait partie un peu aussi de notre déficit de Lothringen Pride, d'être fier de le faire. Quand tu l'as fait, tu as dit on va faire les gros bras, mais excusez-moi, je vais faire les gros bras. Je crois qu'en Alsace, personne ne se pose la question de faire les gros bras ou les petits bras. Il faut dire, comme tu l'as fait, en disant voilà, c'est 8 entreprises créées par an, issues de la recherche publique. Je pense que ça défrisera personne qu'on le dise. Avec un taux de survie largement supérieur à 2 ans et sur des données observées depuis 25 ans. Donc on est crédible quand on le dit. Voilà, c'est pas gênant d'être fier d'habiter ici. Je suis également très fier de cette présentation et finalement, vous réussissez à faire des choses avec très peu d'argent. Quand on voit en tout cas l'argent public que vous recevez. Et ma question, c'est par rapport aux chercheurs, quel est son intérêt à faire cela en dehors de l'intérêt académique ? Y a-t-il un intérêt financier ? Y a-t-il des choses à développer dans ce sens-là, comme ça se fait aux États-Unis ? Sur l'intérêt financier personnel des chercheurs, c'est non. Il n'y en a pas. Dans certains pays, le chercheur est détenteur du brevet, alors que chez nous, c'est l'institution qui est propriétaire. Alors, moi, je pense que pour être un peu plus incitatif, on pourrait imaginer peut-être quelque chose entre les deux. Mais oui, peut-être. Ça serait peut-être plus incitatif. Mais aujourd'hui, oui. Alors oui et non. Il y a certains. Moi, je suis assez partagé sur le fait que ça dépend vraiment des sections disciplinaires. Il y a des sections disciplinaires qui sont plus attentives, des sections CNU qui sont plus attentives et plus historiquement plus formées au partenariat, et d'autres beaucoup moins. Si vous faites de la cosmochimie ou de la planétologie, ou si vous faites des ressources minérales énergétiques, vous n'allez pas avoir les mêmes évaluateurs et qui ne vont pas avoir la même chose. Je pense qu'il y a Michel Catlino qui le sait bien là-dessus. Voilà, si on compare par exemple Géoressources qui travaille sur les ressources minérales énergétiques, les stockages et autres, et puis CRPG qui travaille sur la planétologie, cosmochimie, etc., les chercheurs n'ont pas du tout la même approche de la recherche partenariale. Et la valorisation ne va pas être la même. Il vaut mieux faire un Nature en Science que de déposer un brevet ou de faire un contrat même à 300, à 1,5 million avec Total Energy qui, en plus, peut avoir une sorte d'image un peu erronée aujourd'hui. Travailler avec l'oil and gas, même si Total se rachète une image plus verte, aujourd'hui, ça ne convainc pas tous les chercheurs. Donc sur la carrière, c'est mitigé. Ça va vraiment dépendre des sections disciplinaires. Autrefois, quand j'ai travaillé chez Haguenauer, donc en paléontologie, il y avait des doutes sur le fait que les labos, à l'époque, étaient sous-dotés, comme encore maintenant, je suppose, devaient chercher des financements dans le privé. Et c'était assez mal ressenti de la part des chercheurs et des étudiants. Ouais. Maintenant, grâce à toi, ça pourrait entrer dans les cordes et il ne serait plus mal vu pour un labo d'aller travailler en collaboration ou pour
un établissement privé, finalement. Donc c'est vraiment l'avenir. On a complètement changé d'optique, manifestement. On essaye de la changer, c'est quand même compliqué. Hein. On a encore un peu de temps. Ce que je disais, on a une certaine acculturation à l'entrepreneuriat et au partenariat de certaines disciplines, de certains chercheurs, pas d'autres. Le financement de la recherche, moi je suis pas d'accord sur le fait qu'on est complètement malheureux. C'est pas vrai. Il y a quand même il y a de gros programmes européens ANR qui permettent d'avoir de l'argent. Je dirais c'est presque plus aujourd'hui la difficulté de recruter des personnels de recherche pour faire le travail. On manque de personnes plus que de financement pour moi. Enfin, après, ça n'engage que moi. Et j'allais dire, quand on regarde le financement il faut pas confondre le financement des établissements et le financement de la recherche elle-même. C'est-à-dire que si on regarde la dotation d'une université qui aujourd'hui baisse, alors elle baisse pas, on a l'impression qu'elle baisse pas, mais on lui donne tellement de charges supplémentaires à assurer, entre autres l'augmentation du point d'indice, le casse pension et autres, j'en passe, qu'en fait les établissements perdent en capacité à investir, mais dans les personnels, dans leur immobilier, dans leur rénovation. Par contre, chaque chercheur est libre, indépendamment de ce budget, d'aller chercher des financements de recherche qui, eux, sont pas si rares que ça. Et voilà. Donc, alors bien sûr, ça dépendra aussi des disciplines. Si on est dans une discipline à la mode, c'est toujours plus simple que si on est en paléontologie. Ce sera sûrement plus dur qu'en cosmochimie ou en planétologie, mais ou en bioéconomie. Alors cette recherche partenariale, il faut bien sûr, ça peut être un levier pour certains labos, mais quand on regarde en fait des labos qui ont une grosse recherche intensive, enfin qui ont une recherche intensive en partenariat, ils l'ont souvent aussi sur d'autres types de financement, ANR, ERC. Aujourd'hui, on peut prendre une de nos collègues là qui travaille sur les fluides à transition de phase qu'on va retrouver dans les pompes à chaleur, et enfin dans tout ce qui va être génération d'énergie à partir de ces fluides, qu'on appelle des fluides réactifs maintenant. Eh bien, elle, c'est une personne qui a des contrats avec Air Liquide, qui a un ERC, qui a des contrats ANR, qui a une start-up. Voilà. Donc, elle est... Voilà. Et ça, c'est la grosse problématique, moi. C'est de dire comment on arrive à avoir des chercheurs qui n'étaient pas rompus à l'exercice du partenariat et les amener vers ça. Autrefois, il y avait guère que Total. L'Andra n'existait pas encore, mais Marie-Christine a demandé le micro. Et puis ensuite, donc ça sera par là. D'accord. Alors, vu que c'est filmé, je voulais juste dire que je n'ai pas travaillé pour l'Andra, j'ai travaillé pour le comité local d'information et de suivi du laboratoire de Bure, qui n'avait rien à voir, enfin, qui avait à voir avec l'Andra, mais qui était plutôt pour un truc. Mais sinon, l'Andra va dire, mais non, on n'a jamais eu Sterpenich dans nos effectifs. Depuis les années 80, il y a des chercheurs dans certaines disciplines qui coopèrent avec les industries. Et depuis les années 90, dans les domaines comme l'informatique, comme la physique pointue, il y a des coopérations depuis très longtemps. Et ce n'est pas plus considéré dans ces domaines. Ce n'est plus considéré comme une tare, comme ça pouvait l'être dans les années 60. Hein? C'est ce que j'ai dit, je pense. Tout à fait. Mais oui. Oui, d'accord. Oui, pardon. Oui. C'est vrai que... Oui, on le voit. On a parlé du crédit tout à l'heure. Je pense que c'était une jolie, dans les géosciences, un exemple d'une société civile qui est née de l'activité d'un directeur de recherche du CNRS. Je peux dire que mon directeur de thèse, c'est-à-dire il y a longtemps, mon directeur de thèse, mon premier directeur plus exactement, en 1960, coopérait déjà avec Solac. Jean Legras coopérait déjà avec Solac. Ce qui veut dire que les gens du centre de calcul, ce qu'on appelait le centre de calcul à l'époque, qui est devenu le CRIN, puis qui est devenu le Lauria, etc., on avait déjà l'habitude. Dès le début, avant de commencer la thèse, on était déjà cultivé pour coopérer avec l'industrie. Je voulais apporter un témoignage qui va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Jean-Claude Derniam. Lorsque la sidérurgie a perdu une part de son importance en Lorraine, l'INIST est apparu à Nancy et s'est créé ce qu'on a appelé au sein de notre université la filière électronique qui regroupait les DESS à l'époque, donc niveau master, de la filière électronique, informatique, automatique, mathématique. Tout cela a été regroupé sous un institut qui s'appelait l'ISIAL, qui, lors de la création du LMD, s'est fondu, a disparu d'une certaine façon dans l'uniformisation qu'a provoqué le LMD dans les universités, mais qui, à l'époque, comprenait 13 DESS. Et cette forme de fédération de troisième cycle faisait qu'on avait une cellule
entreprise, une cellule relations industrielles, une cellule formation à l'entrepreneuriat au niveau 3e cycle. Donc tout à l'heure, tu as évoqué le fait que les doctorants ont une formation à l'entrepreneuriat. À mon avis, il faut revenir sur le niveau précédent, avant l'entrée dans la recherche, ou bien au niveau du master recherche, pour introduire ces notions-là à ce moment-là. On l'a perdu au moment du LMD parce qu'on a aussi perdu les volumes horaires qu'on avait gagnés grâce à la création de cette filière électronique. Et je pense que c'est un endroit où il faut, de la même façon qu'on forme les jeunes à l'éthique et de la recherche, il faut former à l'entrepreneuriat avant l'entrée dans le doctorat. Alors, on a un outil qui le fait, alors peut-être pas de la même façon, mais on a le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, le PIL, qui est, oui, dès le début, dès qu'ils rentrent dans l'université, ils peuvent faire appel au PIL, et même s'ils ont une idée gazeuse, je vais dire, de leur projet. L'intérêt, c'est justement de le transformer en des projets d'entrepreneuriat concrets. Et le PIL c'est un des pôles les plus actifs en France par rapport à tous les pôles pépites. Donc l'Université de Lorraine, avec Christophe Schmitt qui le dirige, on a quelque chose d'intéressant. Alors là, oui, c'est sur les formations professionnelles, mais bon, on a encore toujours les DUT qui le font, les écoles, malgré tout. Peut-être moins sur la partie faculté, j'allais dire, mais le fait d'avoir perdu les DESS et la différenciation entre des diplômes Bac+5 plutôt tournés recherche et d'autres plutôt tournés industrie, société, fait qu'en effet, on a perdu cette granularité. Ouais. Ou tout du moins, on l'a pu au même niveau. Je veux juste compléter ce qui a été dit par une conviction profonde que j'ai été longtemps chef d'entreprise, c'est qu'il faut aussi rajouter l'économie. Pas l'histoire de l'économie, pas tous les systèmes économiques, mais pour pouvoir approcher l'entrepreneuriat, il faut absolument être doté de certaines notions que l'on dit économiques, qui sont de la gestion, parce que c'est parfois ce qui empêche la communication. C'est-à-dire que, oui, une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent ? Et rappeler que le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est pas son revenu, c'est pas ses bénéfices. Et il y a beaucoup de gens, et je rencontre gens, qui sont extrêmement bien formés et qui n'ont pas ces notions-là. Et si on n'a pas ces notions-là, on ne peut pas communiquer entre des bons chercheurs et une entreprise.